Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro hors série de Kokurama. Et aujourd'hui on va parler d'un film, même le premier volet d'une trilogie culte et qui met en scène l'existence du second petit déjeuner. Messieurs, nous ne ferons pas d'arrêt avant la tombée de la nuit. Mais notre petit déjeuner? Vous l'avez déjà pris? Oui, le premier, c'est vrai. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Mais aussi d'un affrontement épique à la douane. Ne passerez pas! Bref, aujourd'hui, on va parler du premier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, à savoir la communauté de l'anneau. « 1978. À ses 17 ans, Peter Jackson était au cinéma pour aller voir le film d'animation Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. N'ayant pas lu les livres, il avait plutôt bien aimé, du moins sa première partie. J'ai aimé la première partie. Il y avait quelques séquences pittoresques à Hobbitbourg, une rencontre effrayante avec le Cavalier Noir sur la route et quelques scènes de combat assez bonnes. Mais ensuite, à peu près à mi-chemin, la narration est devenue très décousue et désorientante et je n'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Cependant, cela m'a donné envie de lire le livre, ne serait-ce que pour découvrir ce qui s'est passé. Aussitôt, il se mettait à lire le premier livre, qu'il adora, tout comme ses suites. Et si un jour il était réalisateur, il ferait sans doute une bien meilleure adaptation en prise de vue réelle. Et pensait même que s'il ne serait pas réalisateur, qu'un jour une nouvelle adaptation verrait le jour, que ce soit de la part de Disney ou bien encore venant d'un certain George Lucas ou Steven Spielberg qui pourrait le faire mais en mieux. C'est bien des années plus tard, en 1995, peu de temps après avoir fini le film Fantôme contre Fantôme, que Peter Jackson et sa femme Fran Walsh se penchaient aussitôt sur une idée d'une nouvelle histoire originale à raconter. Et c'est alors que l'idée d'adaptation du Seigneur des Anneaux était arrivée sur la table. Vers 1995, à l'époque de Fantôme contre Fantôme, Fran et moi avons commencé à écrire une histoire originale. Nous nous référions sans cesse au livre de Tolkien, qui était une véritable référence pour nous dans notre quête d'écriture originale. Alors, nous nous sommes finalement dit, pourquoi ne pas nous renseigner sur les droits de ces livres? Je pensais que ce serait impossible. À cette époque, Peter Jackson était toujours sous contrat avec les Weinstein, notamment avec l'une de leurs boîtes de production, à savoir Miramax. Et c'est tout naturellement que Peter Jackson va s'adresser à Harvey Weinstein pour essayer d'obtenir les droits. Nous avons contacté Harvey Weinstein car nous avions un accord de premier aperçu avec lui. Nous avons dit, nous ne savons pas qui détient les droits, et il s'est avéré que les droits étaient détenus par Saul Zaentz, que Harvey venait de renflouer pour le film Le Patient Anglais. Le destin nous a poussés là-bas. Et bien plus tard, Harvey Weinstein, Peter Jackson et Fran Walsh réussiront à trouver un accord avec un certain Saul Zaentz sur les droits d'adaptation des livres de Tolkien. Et dans cet accord, Peter Jackson voulait proposer de faire d'abord une adaptation du Hobbit et que si celui-ci fonctionnait, il pourrait adapter les 3 livres du Seigneur des Anneaux en 2 films. Mais manque de chance, les droits d'adaptation du Hobbit étaient toujours aux mains des studios de United Artists et qu'une longue bataille pour récupérer les droits d'adaptation du Hobbit allait être commencée. Et bien plus tard, en avril 1996, les négociations étaient au point mort. Entre-temps, Peter Jackson eut 2 offres de 2 studios différents. Le premier studio était celui de la Fox, pour celui de réaliser un remake de La Planète des Singes, que Peter Jackson refusa directement. Puis le second offre, qui était celui de Universal Studios, qui était celui de réaliser un remake d'un de ses films préférés, à savoir King Kong. Et c'est sans problème que Peter Jackson accepta de réaliser ce remake. Ce qui rendra furieux les Weinstein, qui alors étaient toujours sous contrat avec eux, mais aussi qui étaient déjà sur le projet du Seigneur des Anneaux. Et afin d'apaiser leur colère, Peter Jackson tenta de trouver un accord avec les Weinstein, celui de coproduire le remake de King Kong avec Universal, mais les Weinstein n'allaient accepter qu'à une seule condition, si Universal allait coproduire le film Shakespeare. Après une longue discussion, Universal accepta le deal avec les Weinstein. Mais en fin d'année 1996, le remake de King Kong fut annulé. Et que c'est tout naturellement que Peter Jackson revient sur le projet du Seigneur des Anneaux, et qui devra se battre auprès de sa femme ainsi qu'avec les Weinstein sur ce long processus de récupération des droits qui durera un peu plus de 6 mois.
Et une fois avoir enfin obtenu le reste des droits, notamment celui du Hobbit, Peter Jackson et sa femme se penchaient aussitôt du moins sur les 2 scripts des 2 films du Seigneur des Anneaux pour réunir les 3 livres. Mais lors de l'écriture, ils se rendirent compte qu'il fallait au moins un 3e film pour avoir un récit bien complet. Et on peut dire que ce sera un véritable casse-tête pour le couple. Toutefois, ils réussiront à faire les 2 scripts pour 2 films et le présenter aussitôt au Weinstein. Et c'est lors de cette présentation que Peter Jackson avait quand même proposé l'idée de faire 3 films. Mais les Weinstein ont aussitôt refusé, voire même qu'ils préféraient d'adapter les 3 livres du Seigneur des Anneaux en un seul film. Ce qui aura une énorme conséquence, notamment de supprimer de nombreux passages importants, comme la bataille du gouffre de Helm, mais encore aussi l'idée de fusionner les 2 royaumes des hommes, à savoir le Rohan et le Gondor, histoire de gagner un peu plus de temps en termes d'intrigue. Mais aussi l'idée de faire Éowyn la sœur de Boromir pour raccourcir du passage à Faucombe et les ruines de la Moria. Mais aussi de faire en sorte que les Ents, les esprits de la forêt en apparence d'arbres, qu'ils empêcheraient les orques d'enlever les 2 hobbits, Merry et Pépin. Mais aussi une autre condition, cette fois-ci du point de vue du casting, celui d'engager Morgan Freeman pour le rôle de Gandalf. Purée de pommes de terre. Cependant, Alan Weinstein avait menacé Peter Jackson et sa femme de les retirer du projet et de les remplacer par un certain Quentin Tarantino, s'ils ne respectaient pas ces certaines conditions. Toutefois, l'agent de Peter Jackson et de sa femme, à savoir un certain Camine, avait bien précisé que dans leur contrat, que Peter Jackson et sa femme, que s'ils se retiraient du projet, les Weinstein devaient repartir littéralement à zéro, avec zéro script. Je me souviens très bien que Peter m'avait dit que si le Seigneur des Anneaux avait pu être réalisé, c'est parce que la technologie avait finalement rattrapé l'imagination de Tolkien. Après le rachat de Heavenly Creatures par Miramax, Peter et sa femme Fran Walsh ont signé un accord de première guerre avec les Weinstein. Cela signifiait que toute idée qu'ils avaient devait d'abord être présentée à Miramax. Et l'ambiance ne pouvait pas être d'autant plus électrique avant que les Weinstein ne proposent un nouveau deal dans lequel Peter Jackson et sa femme leur laisseront les droits pour 3 semaines pour trouver un autre studio pour produire leur film. Et si toutefois ils ne parvenaient pas à trouver un autre acheteur, le projet reviendrait à Miramax et Disney et aux Weinstein. Bob Weinstein a suggéré à un moment donné de supprimer 3 des Hobbits. Disney n'a pas voulu d'adaptation, et la relation entre Peter et Miramax, puis Disney, s'est détériorée. Harvey, passant d'un jeu empathique à une transformation soudaine en Mr. Hyde, menaçait Peter. Il menaçait de faire réaliser le film par Quentin Tarantino s'il ne pouvait pas le faire en un seul film de 2h30, ce qui était l'exact opposé de ce qu'il nous avait initialement demandé. Finalement, je suis allé voir Harvey et je lui ai dit « Il faut nous donner un délai pour le vendre. Un délai traditionnel pour tenter de vendre un film à un autre studio, qui est de 6 à 12 semaines. » Mais Harvey nous a donné 3 semaines. Il voulait également une avance de 12 millions de dollars pour couvrir les dépenses de Miramax et 5% du total des recettes, et être nommé producteur exécutif. Nous avions 3 semaines pour vendre Le Seigneur des Anneaux à un autre studio, sinon les droits appartenaient à Harvey et il éjectait Peter du projet. Peter Jackson et sa femme avaient commencé à se rapprocher de 2 studios, le premier studio Centropolis, de Roland Emmerich, et celui de Sony. Malheureusement pour eux, les 2 studios avaient refusé, et leur raison était tout simplement qu'ils n'aimaient pas les scripts. Par ici, c'était la Fox, qui avait refusé, non pas parce qu'ils n'avaient pas aimé le refus de Peter Jackson pour le remake de La Planète des Singes, mais parce qu'ils avaient eu de mauvaises relations avec l'ancienne personne qui avait eu les droits, à savoir Saul Waits. Puis il se rapprocha du studio Playground, qui refusera car il était en train d'être racheté par Universal Studios. Et c'est alors que Peter Jackson se souvenu qu'il avait un ami, un certain Mark Ordersky, qui était un grand fan des livres et qui était un des producteurs chez la Blue Line Cinema. Et une réunion était aussitôt préparée pour rencontrer le PDG de la Blue Line Cinema de l'époque, un certain Robert Shaye. Je connaissais Peter depuis la fin des années 80 et je voulais absolument travailler avec lui. À son arrivée à Los Angeles, il dormait sur mon canapé et nous jouions à Risk ensemble. Il avait d'ailleurs écrit un scénario pour une suite des Griffes de la Nuit que nous n'avons jamais utilisé. En tant que fait inconditionnel du Seigneur des Anneaux, j'ai eu une réaction très partagée à l'idée que le film soit produit par Miramax. Car, jeune cadre, j'avais essayé d'en acheter les droits. D'un côté, j'étais ravie que cela se fasse avec un cinéaste que j'adorais. De l'autre, j'étais dévastée de ne pouvoir y participer. Et lors de cette réunion, il découvrait que Robert Shaye
était lui aussi un grand fan des livres, même s'il avait quelques petites réserves concernant Peter Jackson, car il n'avait pas spécialement aimé son fantôme contre fantôme, mais toutefois Robert Shea qui finira par dire « Faisons-en 3. En fait, c'était Bob qui avait l'idée de faire 3 films au lieu de 2. L'idée initiale était de faire 2 films, et Bob a dit « Il y a 3 livres, pourquoi n'en fais-tu que 2 ?» Bob Shea a dit « Tolkien a fait ton boulot à ta place. Il a écrit 3 livres, donc tu as 3 films. » Et je donne des coups de pied à Peter sous la table qui n'en croyait pas ses oreilles. Ils ont dit oui lundi, et mercredi, ils avaient perdu 12 millions de dollars. Harvey était complètement stupéfait. Il nous avait piégés et s'attendait à ce qu'on échoue, mais il a eu ses 5%. 3 livres, 3 films, pour un budget au total estimé d'environ 285 millions de dollars, soit 93 millions de dollars pour le premier volet et 94 millions de dollars pour le second volet et aussi 94 millions de dollars pour le troisième volet. Avec un pari fou, celui de réaliser les 3 films en simultané en 2 ans. Peter Jackson et sa femme commençaient à réécrire les scripts pour 3 films. Et pour les aider à leur tâche, ils se font aider par la scénariste Philippa Bowen, le temps qu'ils réécrivaient les scripts. La Luna Cinema a négocié avec les droits auprès des Weinstein. Et une fois que tout était en règle, en août 1997, la production de la trilogie avait commencé. Durant ce même mois 1997, Peter Jackson se rendit chez lui en Nouvelle-Zélande pour voir le storyboarder Christian Rivers pour la conception des storyboards des films. Puis il partit en direction de son propre studio créatif Weta Workshop pour la conception des nombreux effets spéciaux, des accessoires et autres, dont le travail se fera confier au directeur de Weta Workshop, à savoir certain Richard Taylor, et qui sera secondé par la créatrice de costumes Ingela Dixon. J'ai commencé par engager des spécialistes en armure et en armement. Nous avons un forgeron qualifié en épée, qui a forgé à la main tout l'acier nécessaire pour fabriquer les armes de nos héros. Il les a façonnés comme on le faisait il y a des siècles, et il a pu ainsi retrouver les formes qui avaient cours par le passé. Et ce sera au total un peu plus de 48 000 pièces d'armure, 500 arcs, 10 000 flèches, de plus de 2000 autres armes, plus de 19 000 costumes, 1600 paires de pieds de hobbit, 10 000 masques et 200 masques d'orques et d'autres chiffres qui vous donneront le tournis tellement c'est énorme. Un de nos premiers boulots sur ce film fut de courir le monde à la recherche de soldats du Moyen-Âge en plastique échelle 1/35e ou 1/72e. On en a trouvé et acheté 75 000, le stock entier probablement. This is chainmail, lots of it. This is a Moria Orc suit that I'm working on at the moment. There's 13,000 rings in one of these suits when it's finished. Lots of different types of finishes, from silver to gold to steel, copper. And there's a day's work there. Par la suite, en novembre 1997, Peter Jackson va faire la rencontre des 2 illustrateurs des livres de J.R. Tolkien, à savoir John Rowe et Alan Lee, pour qu'ils puissent travailler sur les concept art du film. De plus, il va les emmener dans son pays natal, à savoir la Nouvelle-Zélande, pour qu'ils puissent s'inspirer des différents paysages pour la conception des concept art. Et on peut dire que les décors choisis en Nouvelle-Zélande correspondaient très bien à la représentation de l'ancienne Angleterre imaginée par Tolkien pour ses livres. Mais aussi qu'un bon nombre de paysages ne sont qu'accessibles que par hélicoptère. Nous avons exploré le pays en large et en travers et on a trouvé cette enclave. On était là en repérage bien avant le début du tournage. Alan Lee et John Woove étaient là et on a marché sur les terres de ce fermier. Alan et John se sont assis par terre, ils ont sorti leur bloc-notes et ont dessiné le paysage qu'ils regardaient. Mais en imaginant Hobbitbourg et en incluant des trous de hobbits, des petits potagers, des cordes à linge et des haies, nous marchions autour de la ferme en voyant Hobbitbourg naître sur le papier. Alan et John sont 2 artistes conceptuels qui ont illustré la plupart des livres de Tolkien. Les fans des romans ont des images en tête qui viennent en partie de l'imagerie créée par John Howe et Alan Lee. Et lors de leur recherche pour les paysages naturels, ils ont d'abord débuté pour certains 4 coins en Angleterre. Mais rien ne correspondait à ce qu'ils voulaient imaginer dans le film. Ça sera lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande, le pays natal de Peter Jackson, qu'ils trouveront les endroits parfaits pour le film et qui se rapprochaient bien évidemment beaucoup plus à la vision de Tolkien. Il était tentant d'essayer de tourner en Angleterre, mais il ne reste rien en Angleterre qui n'ait été touché par la civilisation. Ici, en Nouvelle-Zélande,
Il y a des hectares qui rappellent l'Angleterre d'avant et qui correspondent à ce que Tolkien aurait voulu comme cadre pour son histoire. Et par la suite la construction des décors qui dureront un peu plus d'1 an, qui sera supervisé par le chef décorateur Grant Major et le directeur artistique Dan Hena. Il était primordial qu'Hobbitbourg ait l'air d'être habité depuis des siècles. C'est pourquoi on a fait pousser des légumes dans ces jardins environ 1 an avant le tournage. Il n'y a jamais eu de période de pré-production aussi longue. Il a fallu 1 an pour faire germer Hobbitbourg pour qu'il pousse et devienne un endroit vrai. Il nous a fallu une année entière pour créer la comté. Nous avons trouvé une zone rurale de Nouvelle-Zélande qui ressemblait aux descriptions de Tolkien et nous avons dû convaincre le fermier de nous laisser utiliser la terre. Ensuite, nous avons tout construit. Nous avons tracé les routes, construit les maisons, tous les murs de pierre. C'était vraiment comme construire une ville. Nous avons parcouru la Nouvelle-Zélande à la recherche du type de haie idéal. Puis, nous l'avons transplanté sur le plateau. Nous avons fait pousser et replanter des fleurs et veillé à ce que l'herbe soit à la bonne hauteur. Tout cela a pris 1 an. Peter a toujours insisté sur le fait que ce serait grand et qu'il voulait que ce soit authentique. Il ne voulait pas seulement utiliser des meubles achetés au supermarché. Chaque pièce était notre œuvre. Les tissus étaient faits maison, nous avons créé notre propre atelier de poterie. Nous avons fabriqué le verre, les couverts de la maison de Bilbon étaient tous faits maison. Il n'y avait rien dans les films qui n'ait été fabriqué spécifiquement. Pour la maison de Bilbon, nous avons réfléchi à sa personnalité. C'est un aventurier, un écrivain, un vieil homme qui vivait seul, mais qui avait vu des choses que personne d'autre n'avait vues. Et il y avait 2 versions de sa maison, une pour celui qui allait incarner Gandalf, une autre pour les doublures. Nous avons vraiment traité les livres comme une bible. Pour ce qui est des descriptions, nous voulions simplement les examiner. Tout devait être conçu à 2 échelles différentes, une pour les hobbits et une autre pour Gandalf. Nous devions déterminer la distance entre les acteurs. Les hobbits mesuraient initialement 1,08 m, mais Peter a changé d'avis pour 1,20 m. Car c'était la taille maximale du film et correspondait à la taille des doublures. Tout a été réalisé mathématiquement. Nous avons également dû utiliser des matériaux évolutifs, comme le bois et le papier. Et pourquoi cette différence de taille? Car c'est tout simplement pour respecter une certaine technique de réalisation qui est celui de la technique de la perspective. Mais ça, j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo, notamment lors de la partie du tournage. Pour la fabrication de l'anneau unique, Peter Jackson va faire appel à 2 bijoutiers danois qui ont une bijouterie en Nouvelle-Zélande, le père Jens Høyer Hansen et son fils Thorkild Hansen. Mon père connaissait et aimait le Seigneur des Anneaux, et il s'est enthousiasmé en apprenant que Peter Jackson allait tourner l'adaptation en Nouvelle-Zélande. Et puis, on lui a demandé par téléphone s'il accepterait de fabriquer l'anneau unique, et il a été honoré. Ce ne sera pas plus de 15 prototypes de l'anneau unique qui seront forgés par le père Jens Hansen avant d'être choisis par Peter Jackson, et avoir choisi le bon prototype d'anneau, ce ne sera pas plus d'une 30aine de copies de cet anneau unique de différentes tailles qui seront fabriquées par les Hansen, et 2 de ces anneaux l'auront spécialement marqué. Le premier anneau qui était celui pour le prologue du film, et le second anneau qui était celui de la scène en grand plan de l'anneau avec au fond Aragorn et Frodon. L'anneau le plus difficile à produire fut celui que l'on voit dans le prologue, celui qui tourne dans les airs. Avec un diamètre de 20 cm, on ne pouvait le faire en or pur, c'est évident. On a donc pris l'acier, que l'on a travaillé autour avant de le plaquer d'or. Pour la scène avec Boromir, il a fallu une chaîne à l'échelle. On l'a aussi réalisée en acier, elle était si robuste qu'on aurait pu remorquer une voiture avec. Et pour revenir aux maquettes, Richard Taylor et son équipe travaillaient d'arrache-pied sur la conception et la réalisation des maquettes à partir des croquis des 2 illustrateurs, notamment l'une des plus grandes maquettes comme celui de Barad-dûr qui leur avait donné du fil à retordre, comme en témoignera la maquettiste Mary McLellan. Ce serait imminent et le temps nous manquait. Mais après beaucoup de travail, la maquette fut achevée et Peter vint la voir. Catastrophe. Elle ne correspondait pas à ce que lui imaginait. Oui, c'est fidèle au dessin de John Howe, mais ce n'était pas tout à fait son Barad-dûr. Je suis allé faire un tour pour me calmer, et j'étais en larmes. Comment pourrais-je trouver le facteur X que Peter désirait tant? Puis arriva le sculpteur Ben Wooten qui l'aidera à retravailler sur la maquette. Nous vivions dans une atmosphère électrique. On était à 2 doigts de ce que demandait Peter. L'horloge tournait et on sculptait comme des malades. Et puis on a réussi. Peter l'a vu et a dit simplement « C'est très bien ». Et nous nous sommes écroulés. Et il y a toujours dans votre art un petit plus qui ne demande qu'à sortir. Il suffit de le trouver et de le libérer. S'il y a un film qui permet cela aux gens qui y travaillent, c'est bien celui-ci. Ce ne sera pas plus de 58 maquettes qui seront créées et filmées par une autre équipe qui sera dirigée par un certain Alex Funk, qui se chargera aussi du mix entre les différentes séquences réelles et les maquettes.
Et concernant les effets spéciaux numériques, qui seront réalisés bien plus tard par une partie de la boîte de Peter Jackson, à savoir la Weta Digital, qui sera dirigée par un certain Jim Widgell, ayant pas mal d'expérience dans ce domaine, ayant déjà travaillé sur les effets spéciaux numériques de Starship Troopers de Paul Verhoeven. Peter est toujours en train de prendre des risques. Chez lui, c'est presque une religion. Il se mêle de trucs dont les autres réalisateurs ne veulent même pas entendre parler. Sur ce film normal, notre travail est relevé de la post-production. Peter ignore cette distinction, et c'est tout à son honneur. Il l'a prouvé en s'impliquant quotidiennement dans chacun des aspects de la fabrication des 3 films. Et de plus, un des employés de Weta Digital, un certain Stephen Regelus, va révolutionner le monde des effets spéciaux numériques grâce à son programme appelé Massive, qui celui-ci va créer une masse de foule de PNJ qui seront guidés par leur propre intelligence artificielle et par couleur. Et on peut dire que les premiers tests étaient plutôt catastrophiques, car les PNJ faisaient littéralement n'importe quoi, voire même qui quittaient littéralement une bonne partie des champs de bataille. Mais Stephen Regelus ne s'avouera pas vaincu, et il trouvera très vite une solution pour mieux guider les PNJ par un autre programme, par un programme de son, afin qu'ils puissent mieux se coordonner quand ils doivent attaquer un ennemi par exemple. Et le résultat fut très vite concluant. Et d'ailleurs, il recevra en 2004 un Oscar pour le prix scientifique et technologique sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et par ailleurs, son logiciel sera réutilisé et amélioré au fur et à mesure du temps, notamment sur d'autres projets en lien avec Peter Jackson, notamment avec King Kong, ou bien sur d'autres comme World War Z, Avatar, ou encore Avengers Endgame. Pas mal, non? Et bien plus tard, en juillet 1999, Peter Jackson rejoindra la directrice du casting Amy Hubbard, voulant commencer tout d'abord à caster les 4 hobbits afin qu'ils puissent créer un lien d'amitié pour rendre crédible leurs personnages, pour donner ce sentiment qu'ils se connaissent depuis des années. Le premier était celui pour le personnage de Frodon, et ce ne sera pas plus de 150 candidats qui avaient été castés pour le rôle, dont un certain Jake Gyllenhaal qui ne sera pas pris pour le rôle. Je me souviens d'avoir auditionné pour le Seigneur des Anneaux, et d'être arrivé sans qu'on me dise que je devais avoir un accent britannique. Je me souviens très bien que Peter Jackson m'a dit « Tu sais que tu dois faire ça avec un accent britannique ?» On m'avait dit que c'était vraiment l'une des pires auditions. Au final, ce sera l'acteur Elijah Wood qui sera pris pour le rôle, et qui étant fan des livres, il s'était déguisé en Frodon lors du casting et avait commencé à citer certains passages des livres qu'il connaissait par cœur. Quand j'ai su que Peter projetait d'adapter Le Seigneur des Anneaux, j'ai trouvé ça formidable. L'idée de jouer Frodon m'enchantait à plus d'un titre. D'abord parce que le rôle et l'histoire échappaient complètement à l'ordinaire, et ensuite parce que le tournage allait s'étendre sur une durée presque aussi longue que le périple entrepris par les personnages du livre. Comme vous pouvez l'imaginer, tous les acteurs vivants et en vie voulaient auditionner. Je me souviens avoir lu que Peter les réalisait, et j'étais ravi, car j'adorerais ces créatures célestes. Ils correspondaient parfaitement à cet univers. Je ne voulais pas passer une audition traditionnelle, car je trouve que le processus est très stressant et nerveux. Je voulais faire la meilleure impression possible. Alors je me suis déguisé en hobbit, et j'ai fait appel à un coach vocal, pour travailler le dialecte. Ensuite, je suis allé à Griffin Park, à Los Angeles. J'ai filmé une cassette sous plusieurs angles différents et j'ai envoyé au directeur du casting. Quelques mois plus tard, Peter Jackson m'appelle et me demande si je veux incarner Frodon. Pour le second casting, ce sera pour celui du personnage de Sam. Et ce ne sera que 4 acteurs qui seront auditionnés pour le rôle. On trouve un certain James Corden, Grant Norton, Corey Feldman et Sean Astin. D'autant plus que ce sera les retrouvailles entre Corey Feldman et Sean Astin depuis qu'ils avaient tourné ensemble dans leur jeunesse dans les Goonies. Et après plusieurs essais, ce sera Sean Astin qui sera pris pour le rôle. Et pour le rôle de Merry et Pippin, ce sera plus rapide à trouver. Tout d'abord, ce sera l'acteur Billy Boyd qui sera pris pour le rôle de Pippin et Dominic Monaghan qui sera pris pour le rôle de Merry. J'ai lu dans un journal qu'ils essayaient de faire les livres et que Sean Connery était pressenti pour incarner Gandalf. Je me suis dit, il faut que j'en parle à mes agents. Le directeur de casting, John Hubbard, est venu voir une pièce que je jouais à Londres et m'a annoncé qu'il voulait que j'auditionne pour Le Seigneur des Anneaux. J'ai assisté à une lecture générique, donc la plupart des jeunes acteurs ont tous lu la même scène, celle de Frodon qui regarde l'anneau. Et d'ailleurs, l'acteur Dominic Monaghan se souvient d'avoir vu le chanteur David Bowie au casting. J'étais chez Hubbard, une agence de casting assez réputée à Londres, pour une audition pour Le Seigneur des Anneaux. Une fois l'audition terminée, je suis allé parler à John Hubbard qui dirigeait l'audition. Il m'a dit:
Tiens, ça s'est super bien passé, tu devrais attendre 5 ou 10 minutes, on te donnera ton avis. Je me suis dit, oh d'accord, super, et je me suis assis à l'accueil. Alors que je lisais un magazine en attendant, c'est là que David Bowie est entré. Il a signé sa petite liste et est entré. Je suppose qu'il a auditionné également pour Gandalf. Je ne vois pas d'autres scénarios pour lesquels il aurait pu auditionner. Il a peut-être auditionné pour autre chose, mais je suis un grand fan de David Bowie et j'ai eu la chance de connaître son fils maintenant. Alors le simple fait de le voir en personne a été un moment très spécial pour moi. Et apparemment, le chanteur David Bowie aurait aussi auditionné pour l'elfe Elrond. Et bien d'autres rumeurs disaient qu'il aurait auditionné pour le rôle de Gandalf. Et pourtant, d'après les dires de la directrice du casting, nie toute arrivée de David Bowie au casting du film. On l'a approché. Je suis presque sûre que c'était une idée de Peter Jackson dans les premières semaines de développement du film. On a appelé Chris Ambrose, son agent artistique, et Bowie était beaucoup trop occupé. Il y a juste eu une conversation très rapide avec son agent. Je crois savoir que David Bowie a joué lors d'une soirée pour le millénaire, c'est-à-dire le réveillon du jour de l'an 1999. C'était au moment où les films étaient tournés. Il y est allé et a diverti tout le monde, mais il n'a jamais auditionné pour nous. C'est sûr et certain. Et concernant le casting pour le rôle de Gandalf, Sean Connery avait été approché pour le rôle, mais il refusa car il n'avait pas compris l'intrigue. Nous avons fait une offre à Sean Connery, mais il a refusé. Nous n'avons reçu de réponse que des années plus tard, mais apparemment, il a lu le dossier et n'a pas compris. Je n'ai jamais compris, j'ai lu le livre, j'ai lu le scénario, j'ai vu le film, je ne comprends toujours pas. J'aurais aimé faire quelque chose que je ne comprends pas entièrement, mais pas avant 18 mois. Ensuite, c'était l'acteur Patrick Stewart, qui fut rapproché pour le rôle, mais il refusa car il n'aimait pas les scripts. Et par la suite, ce sera un tout autre Patrick, un certain Patrick McGowan, qui malheureusement a dû refuser pour des raisons de santé. Puis ce sera au tour de Sam Neill de refuser pour des raisons de conflit d'horaire avec Jurassic Park 3. Bien plus tard, 3 autres acteurs étaient venus pour auditionner. On trouve un certain Richard Harris, John Austin et Christopher Lee. Richard et John Austin ne furent pas pris pour le rôle, tout comme Christopher Lee, jugeant beaucoup trop vieux pour le rôle. Mais il sera finalement repêché par Peter Jackson pour qu'il puisse prendre le rôle de Saruman. À ma première lecture du Seigneur des Anneaux, je me rappelle avoir pensé « Quel merveilleux film ne ferait-on pas avec cette histoire ?» Mais cela me paraissait irréalisable. Aussi bien des années plus tard, quand Peter m'a annoncé qu'il me confiait le rôle de Saruman, j'ai cru rêver. Non seulement on allait tirer un film de ce livre, que j'aimais tant, mais on me proposait de jouer dedans. Puis arriva l'acteur Ian McKellen, qui était à 2 doigts de décrocher le rôle, mais il a dû finalement abandonner en raison des horaires avec le X-Men de Bryan Singer. Et c'est alors que la rencontre avec le producteur Bob Shaye va lui faire changer d'avis pour prendre le rôle. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait le travail de ma vie. En fait, tout a disparu après que j'ai accepté de faire X-Men et que les dates de tournage ont coïncidé avec le Seigneur des Anneaux. Quand j'ai annoncé à Peter Jackson que je ne pouvais pas le faire, j'étais plutôt optimiste. J'étais alors dans un restaurant et Bob Shea m'a posé les mains sur les épaules et m'a dit « Je suis tellement content que tu sois dans notre film. » Je lui ai répondu « Je ne peux plus le faire » en lui expliquant pourquoi. Comme tous les producteurs le font, il m'a dit « Laissez-moi faire ». Et Bryan Singer, le réalisateur de X-Men, a accepté de me libérer de toute obligation si le Seigneur des Anneaux pouvait être retardé de quelques mois. Il me voulait uniquement parce que les stars établies avaient refusé. Et concernant le casting pour le rôle d'Aragorn, ce sera pas plus de 6 acteurs qui avaient postulé pour le rôle. On trouve un certain Daniel Day-Lewis, qui était le choix numéro 1, notamment pour les Watch Time. Mais celui-ci refusera le rôle. Par la suite, ce sera l'acteur Nicolas Cage, qui celui-ci refusera pour des raisons familiales. Puis ce sera au tour d'un certain Stuart Dunsen, qui sera finalement pris pour le rôle, mais dans un premier temps. Car Peter Jackson va le renvoyer car il le jugera trop jeune pour le rôle et qui sera viré au bout d'1 mois après le commencement du tournage. Stuart est formidable, mais Peter a très vite compris qu'il n'allait pas là où il le souhaitait. C'était la bonne décision. Si un réalisateur ne choisit pas les bons acteurs, il se surcharge de travail. C'était effrayant d'apprendre que Peter voulait que Stuart quitte le projet. J'étais à Londres et j'ai reçu un appel tard dans la nuit pour m'annoncer la nouvelle. Je me suis alors mis à faire des listes d'acteurs. Russell Crowe, Jason Patrick,
Viggo Mortensen, Peter et Fran avaient déjà une longueur d'avance, car ils pensaient aussi à Viggo. Je sais que la décision était difficile pour Peter et Fran, mais ce n'était pas comme si Stuart gagnait 10 millions de dollars. Ce n'était pas ce genre de personne. Et c'était suffisamment tôt dans le processus pour que le studio autorise Peter à changer de cap. On a eu de la chance avec Viggo. Viggo savait qu'il pourrait y avoir des inquiétudes parmi les acteurs qui travaillent avec Stuart. C'est toujours perturbant quand on demande à quelqu'un de partir. Viggo Mortensen s'est très vite intégré au reste du casting. Impossible d'imaginer quelqu'un d'autre pour incarner Aragorn. Aussitôt, il y avait le nom de l'acteur Russell Crowe qui était apparu pour remplacer celui-ci, mais Russell Crowe refusera, pour des raisons que le personnage d'Aragorn était beaucoup trop similaire avec son personnage de Maximus dans Gladiator, et qui de plus les rajoutera qui était sur d'autres projets. Nous avons envoyé un scénario à Crowe, il l'a lu et a été fasciné. Je me souviens avoir reçu un appel de son agent qui a annoncé qu'il venait de terminer un autre film où il devait porter une épée et une armure, c'était Gladiator. Russell était flatté par cette approche, mais il avait d'autres films sur lesquels il était engagé et cela ne fonctionnait évidemment pas. Puis un autre nom était apparu, un certain Jason Patric, mais finalement il refusera pour laisser la place à un certain Viggo Mortensen qui avait été repéré par l'un des amis de Peter Jackson, le producteur Mark Korteski. Toutefois, la première fois, Viggo Mortensen avait lu le script et qui avait refusé. C'est alors que Mark Korteski et Peter Jackson avaient tenté en vain de le convaincre. Et après une longue discussion, Viggo Mortensen finira par accepter pour des raisons plus ou moins ou que son fils était un grand fan du livre et qu'il aurait supplié pour qu'il accepte le rôle. Une fois qu'il a accepté le rôle, l'acteur Viggo Mortensen se metta aussitôt à la lecture des 3 livres pour mieux rentrer dans son personnage. J'étais terrifié. Un acteur cherche toujours en lui ce qui le rattache à l'histoire, qu'il doit contribuer à rendre vivante, surtout quand il dispose de si peu de temps, comme c'était mon cas. Donc quand j'ai rejoint le tournage, j'étais toujours plongé dans la lecture du livre, m'efforçant d'y découvrir des similitudes avec ma propre expérience. Plus j'avançais, plus j'apercevais qu'en dépit de sa bravoure, Aragorn est un personnage torturé qui doute beaucoup de lui-même. C'est un point que nous avions en commun. J'arrivais sur un projet dont j'ignorais presque tout, dans un pays que je ne connaissais pas davantage que les gens avec lesquels j'allais travailler. Comme Aragorn, j'avais le sentiment d'embarquer pour un long voyage à l'issue plus qu'incertaine. Pour moi, Aragorn est comme un pont entre le passé et le présent. Pour avoir beaucoup parcouru la terre du milieu, il connaît intimement ses paysages, ses bruits et ses odeurs. Il connaît ses populations et leurs différentes langues. Cette compréhension liée au souvenir de la faiblesse de ses ancêtres, il sait que même les plus braves et les plus honorables d'entre eux ne purent maîtriser leur cupidité, l'aide à relier les aspects bénéfiques ou effrayants du passé, du présent et même de l'avenir. D'un côté, Aragorn est le type même du héros qu'on rencontre dans la saga, à la différence qu'il semble avoir perdu sa langue. Dans les sagas, le héros n'arrête pas de se glorifier de ses exploits, présents et à venir. Par contraste, Aragorn est un personnage moderne, plus proche du samouraï qui apprend dans la douleur, à travers des épreuves qui jalonnent son parcours, et dont la victoire finale profite au moins autant à la société qu'à lui-même. Pour le rôle de Boromir, l'acteur Bruce Willis avait été auditionné pour le rôle, mais finalement il ne sera pas retenu. Par la suite, ce sera l'acteur Liam Neeson qui viendra, mais il refusera le rôle. Et au final, ce sera l'acteur Sean Bean qui sera pris pour le rôle, alors qu'il avait tenté d'obtenir le rôle d'Aragorn. Le Seigneur des Anneaux était quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire. J'ai lu le livre vers 25 ans et j'espérais toujours que s'il était adapté au cinéma, j'y participerais d'une manière ou d'une autre. Puis Peter Jackson est venu en Angleterre et je l'ai rencontré et il a fallu attendre un certain temps avant que le projet ne se concrétise. Pendant quelques mois, nous n'étions pas sûrs que le projet se concrétise ou que j'obtienne le rôle. Et puis finalement, je l'ai décroché et j'étais aux anges. C'était une excellente nouvelle. Et pour le rôle du nain Gimli, ce sera l'acteur Billy Connolly qui était le candidat parfait pour le personnage. Mais malheureusement pour lui, il ne sera pas retenu pour le rôle. Mais il sera repêché bien des années plus tard pour le rôle de Dain à 2 pieds de fer dans Le Hobbit. Et au final, ce sera l'acteur John Rhys-Davies qui aura le rôle, même si celui-ci avait postulé pour le rôle de Denethor. J'avais initialement auditionné pour Denethor, qui a ensuite été interprété par Jon Snow. J'ai été un peu surpris lorsqu'ils m'ont annoncé qu'ils me voulaient pour Gimli, mais avec le recul, c'est un casting brillant. Je ne pensais même pas que le Seigneur des Anneaux allait fonctionner. Je pensais que le financement tomberait à l'eau, mais que j'aurais un mois de vacances en Nouvelle-Zélande. Et pour le rôle de l'elfe Legolas, de base, le rôle était pour l'acteur David Wenham, mais celui-ci ne sera pas retenu pour le rôle. Mais, entre-temps, Orlando Bloom avait postulé pour le rôle de Faramir. Mais il va avoir un centre de croisement des effluves, où au final, Orlando Bloom sera pris pour le rôle de Legolas et David Wenham pour le rôle de Faramir. J'ai d'abord auditionné pour Faramir,
qui devait être joué par David Wenham. Ils m'ont ensuite appelé pour me demander de participer à un enregistrement pour Legolas. Ensuite, il y a eu une autre réunion avec Peter et Fran. Je me souviens que mon agent m'a appelé pour m'annoncer que j'avais le rôle et que je sautais de joie dans mon appartement. C'était hallucinant. Je ne m'attendais pas à jouer dans un film dès ma sortie de l'école d'art dramatique. Pour le rôle d'Arwen, parmi les nombreuses actrices qui avaient participé au casting, on pouvait trouver une certaine Helena Bonham Carter, et qui ne sera finalement pas prise pour le rôle, et ce sera finalement Liv Tyler qui obtiendra le rôle. Dans les romans de Tolkien, Arwen n'est pas un personnage développé. J'ai donc dû bien réfléchir à la façon de l'incarner. La première fois que j'ai enfilé le costume et que je me suis maquillée en elfe, je me suis sentie très vulnérable, surtout à cause de mes oreilles qui étaient bruyantes. Je n'aime pas qu'on me regarde. Du coup, je les cache toujours derrière mes cheveux. Et quand je n'avais pas d'oreilles, j'avais toujours de la colle sur la peau. Une semaine après la fin du tournage, j'étais à une fête et j'ai senti que j'avais de la colle dans les oreilles. Et pour le rôle de Galadriel, à la base ça devait être l'actrice Lucy Lawless, mais elle avait dû refuser le rôle car elle était bien avancée sur sa grossesse. Et au final, ce sera l'actrice Cate Blanchett qui obtiendra le rôle. Concernant le rôle d'Elrond, celui-ci sera rapidement retrouvé pour l'acteur Hugo Weaving. Par la suite, pour le rôle de Bilbon Sacquet, l'oncle de Frodon, Peter Jackson avait hésité entre deux acteurs. D'un côté, il y avait l'acteur Sylvester McCoy, connu pour avoir incarné le 7e Doctor Who, et de l'autre côté, Ian Holm, et qui celui-ci avait donné sa voix au personnage de Frodon dans la série radiophonique du Seigneur des Anneaux de la part de la BBC Radio 4 en 1981. Après une longue réflexion et d'audition, Peter Jackson choisira finalement Ian Holm pour incarner Bilbon. Et bien des années plus tard, Peter Jackson recroisera l'acteur Sylvester McCoy et qui va lui proposer d'incarner le personnage de Radagast le Brun dans Le Hobbit. Pour en finir avec le reste du casting, car je vais me laisser la réserve pour les deux autres volets qui viendront bien plus tard, dont j'en parlerai un peu plus en détail sur le reste du casting. Bien évidemment, pour le dernier membre du casting, qui est tout simplement pour le personnage de Gollum, où Peter Jackson avait aussitôt choisi l'acteur Andy Serkis, d'abord en tant que comédien de doublage, mais en le voyant avec son jeu d'acteur, Peter Jackson a eu l'idée de l'inclure en motion capture. Mon agent a appelé pour me dire qu'il travaillait sur Le Seigneur des Anneaux, et que je serais intéressé par une voix pour un personnage numérique. Ma première réaction a été qu'il devait y avoir une douzaine de rôles convenables et conventionnels pour moi. Je n'étais pas doubleur, et je ne me suis jamais considéré comme tel. J'ai quand même commencé à construire Gollum psychologiquement, émotionnellement et physiquement, en parcourant le livre et en inspirant des descriptions de Tolkien. Alors que je cherchais l'inspiration, mon chat est entré dans la cuisine et s'est mis à tousser une boule de poil. J'ai vu toute sa colonne vertébrale onduler et ce son qui sortait de lui comme une voix piégée. Alors je l'ai intégré à l'audition. J'ai joué Gollum comme j'aurais joué un drogué. Il faut pas oublier que Gollum aime l'anneau autant qu'il le déteste. Il entretient les mêmes rapports d'amour-haine avec lui-même. C'est un drogué en manque et son fixe, c'est l'anneau. Quand j'ai été choisi, il ne savait pas s'il s'agirait simplement d'animation ou de quelque chose de plus, mais Peter voulait un acteur sur le plateau. Il se disait, pourquoi les autres acteurs devraient-ils imaginer quelque chose alors que Gollum est le protagoniste de beaucoup de ces scènes. Arrivé sur le plateau, Peter m'a dit, on va te filmer et on va utiliser ta présence physique. J'ai d'abord été filmé avec les autres acteurs, puis je suis revenu plus tard pour faire l'étape de capture de mouvement et recréer ces mouvements. Ce n'était pas un processus difficile. Je n'oublierai jamais la première fois où je me suis vu marionnettiste de Gollum. Lever ma main droite sous le regard de Gollum et lever la sienne, c'était extraordinaire. Après avoir réuni le reste du casting, les acteurs ainsi que les figurants auront plus de 3 mois de préparation, que ce soit en termes d'entraînement des armes par le coordinateur des armes Bob Anderson et de son assistant Kirk Maxwell. Bob Anderson m'a fait subir un incroyable cours intensif. C'est une fine lame et un remarquable professeur. Il est sévère mais très efficace, encourageant et patient. Il m'a beaucoup appris. Ou encore l'apprentissage des langues, notamment la langue elfique, qui devra être entièrement réinventée tout en respectant les récits donnés de Tolkien et qui sera dirigé par un certain Andrew Jack et Worthing Carty. Nous avons pris grand soin à ce que les langues, les prononciations des noms et des divers endroits soient aussi authentiques que possible. And it's Gandalf, not Gandalf. It's Gandalf. It is Saruman. It is Theoden, not Theoden. If the writer writes it down and then explains to you at the end that this is the way you pronounce something, and you have to get it right. La langue elfe est extraordinaire et très belle. Tolkien l'a écrit comme une langue chantante.
une sorte de carillon qui roule sur la langue et donne de très jolis sons. Je suis étonnée et sidérée. Le temps qu'il a dû passer à inventer ces langues, c'est absolument époustouflant. C'est une langue. C'est remarquable qu'un homme ait créé tout ça. Vous entendrez un peu la langue des nains, il y a de l'elfique, à la fois du sidarin et du kenya, fréquemment parlé et sous-titré. J'aurais adoré que toutes mes répliques soient en elfique. Ce qui signifie « Non, l'hiver n'est pas encore là. Souhaitez-vous quitter votre peuple avant l'heure ?» On a commencé par se référer aux indications de Tolkien concernant la prononciation et le fonctionnement des langues. On a eu 2 répétiteurs pour les dialogues dès le premier jour. Ils entraînaient régulièrement les acteurs quant à la prononciation des langues. On a tendance, quand on a une réplique dans une langue inconnue dont on ne connaît que le son, à mettre sa propre intonation, sa propre musique dans la phrase. C'est pourquoi on demande aux acteurs de décider quels mots sont importants et on leur donne le sens. J'étais angoissée au début, puis ça m'est venu facilement, j'étais à l'aise, et les mots sortaient naturellement. On finit par dire les choses normalement et soudain on est aspiré dans un autre monde. Le 10 août 1999, une triste nouvelle va toucher tout le monde, et ce sera la mort du bijoutier Jens Odger Jensen à l'âge de 59 ans suite d'un cancer, qui malheureusement ne verra jamais les anneaux qu'il avait forgés avec son fils à l'écran. Bien plus tard, le tournage de la trilogie commencera le 11 octobre 1999 dans les 4 coins de la Nouvelle-Zélande, que ce soit dans les décors naturels et dans 2 studios, celui de Wellington et de Queenstown, et que la première scène filmée était celui de la scène de la route boisée où les hobbits se cachaient sous un arbre suite à l'arrivée d'un Nazgûl. Et comme je l'ai dit bien avant, certains décors naturels devaient être uniquement accessibles par hélicoptère. Et d'ailleurs, l'équipe du film n'hésitait pas à prendre quelques provisions au cas où l'hélicoptère aurait eu quelques problèmes. Et d'autant plus que l'acteur Sean Bean, ayant un peu peur de l'avion, il décida parfois d'aller à pied littéralement sur le terrain du lieu de tournage, comme par exemple pour celui de la scène de la montagne. J'avais un peu peur de l'avion, alors j'ai dû faire tout le trajet à pied. J'avais 2 heures de retard sur tout le monde au sommet de cette montagne, car je ne voulais tout simplement pas monter dans un hélicoptère. Concernant les différentes méthodes de réalisation, notamment pour les différentes échelles de taille. Le premier, qui regroupe ceux qui sont en taille normale humain, elfes, magiciens, et le second pour les nains, et le troisième pour les hobbits. Il y a eu quelques techniques simples, l'utilisation de doublures, généralement des personnes de petite taille pour les hobbits et les nains, et même des personnages de grande taille de plus de 2 mètres concernant certaines scènes avec les vrais acteurs, mais aussi de créer des costumes géants, comme par exemple lors de la scène de l'auberge de Brie, dont le décor avait été construit à la taille des hobbits, dont certaines scènes avaient été tournées avec des maquettes de géants, ou encore d'autres techniques simples que les acteurs devront se mettre à genoux, mais encore la technique du fond vert. Mais certaines scènes devront être tournées différemment pour garder cette magie de différence de taille. Et c'est là qu'arrivera la fameuse technique de la perspective. De base, quand un décor plus petit qu'il ne supposait être, on a l'impression qu'il est loin. Pour cette nouvelle technique de perspective forcée, ce sera l'inverse, où on met l'acteur de loin de la caméra pour donner l'impression qu'il est petit. Toutefois, cette technique a tout de même ses limites, car il faut garder la caméra bien fixe et dans le bon angle, et que les acteurs soient au bon endroit et à la bonne échelle. Et on peut dire qu'ils sont bien cassés la tête pour trouver la bonne technique et que la caméra puisse suivre l'action sans dévoiler la supercherie. Et la solution a été trouvée, c'est que les acteurs et les accessoires étaient installés sur une plateforme qui tournait en même temps avec la caméra. Par la suite, le tournage de cette trilogie fera face à divers caprices de Dame Nature, comme par exemple, vers la fin du film du Seigneur des Anneaux, une scène d'action devait être prévue sur les rapides de Duin, quand les héros devront faire face à une embuscade d'orques, mais les décors se feront balayer par une grosse inondation. Nous avions prévu toutes sortes de scènes d'action, comme par exemple les bateaux chavirent et celui de Legolas flotte, ballottés
et d'un pied sur chaque plat-bord, décrocher des flèches sur les assaillants, mais Mère Nature en avait décidé autrement et une inondation massive est arrivée en emportant tout sur son passage. De plus, cela a provoqué l'état d'urgence à Queenstown en Nouvelle-Zélande. Puis bien plus tard, le 17 janvier 2000, après une longue pause de fête de fin d'année, le tournage de la trilogie reprit, notamment pour les 2 derniers volets. Et croyez-moi, notamment pour le second volet, il va avoir un sacré lot de blessures. Je vous laisse la réserve pour le prochain hors-série. Le tournage officiel de la trilogie prit fin le 22 décembre 2000, mais toutefois les 2 autres volets devront avoir un retournage supplémentaire entre les années 2001 et 2003. En post-prod, Peter Jackson et son équipe de monteurs vont faire 2 montages différents pour 2 versions des 3 films. Une première version pour une version longue et une autre version pour la version cinéma. Et concernant pour celui du premier volet, sa version longue dura un peu plus d'environ 3h48 et sa version courte cinéma un peu plus de 2h58. Par la suite, Peter Jackson va faire la rencontre du compositeur Howard Shore, dont celui-ci était aussi un grand fan des livres. C'était décourageant, je me sentais souvent comme Frodon. Je me levais en disant « Pourquoi m'avoir confié l'anneau ?» Et j'entendais la voix de Peter disant « Tu dois le faire, tu dois créer la musique de ce film. » Je voulais réintégrer le texte de Tolkien dans le film. Il y a beaucoup de poésie et de chants créés par Tolkien. Je voulais réinsérer les poèmes et les chants dans le film. On s'est servi de l'ancien langage nain dans la Moria. On a utilisé de l'elfique, du sidarin et du kenya dans la musique. Aujourd'hui, on utilise un chœur de garçon pour insérer les détails de l'histoire dans le film. Je suis emballé quand j'entends la musique associée au film. Elle le met en valeur, elle l'investit et lui donne son cœur et son âme. Je voulais un côté antique, qu'elle dégage une sensation historique, qu'on ait le sentiment qu'on ait découvert la partition quelque part dans un vieux coffre de l'épave d'un navire coulé. Et d'autant plus que le compositeur s'inspira de certains passages décrits par Tolkien pour créer certains thèmes, comme par exemple celui des mythes de la Moria. La Moria a une ambiance sonore bien spécifique. Tolkien parle des tambours dans les profondeurs. Plus loin, il précise que ces roulements de tambours font trembler les murs. Ainsi, la musique comprend des tambours et des voix. Un chœur d'hommes, maoris et samoans, interprétant un chant dans la langue des nains, avec des intonations gutturales proches de celles des moines tibétains. Et concernant le thème du Seigneur des Anneaux, Howard Shore va composer une partition unique qui réutilisera sur certains thèmes en traduisant l'état de force et la faiblesse de la communauté. Ce thème intervient une première fois sous forme de fragments, au moment du départ de Frodon et Sam pour Bree. Les hésitations de la musique traduisent alors la crainte qu'ils ressentent à quitter la comté. Après les retrouvailles avec Merry et Pipin, le thème devient plus enjoué, presque espiègle. L'arrivée à Bree revêt un caractère effrayant et intimidant pour les hobbits. Mais le thème se renforce après que Grandpa s'enjoint à la communauté, même s'il reflète leur lassitude, les difficultés et les dangers qui les guettent en chemin. En atteignant Foncombe, ils se croient au terme de leur voyage, mais découvrent alors que celui-ci ne fait que commencer. Toutefois, ils peuvent compter à présent sur l'aide de Gandalf, Boromir, Legolas et Gimli. Quand ils reprennent la route afin de poursuivre leur mission, la musique a une tonalité joyeuse et héroïque. Une fois avoir incrusté la musique ainsi que l'ajout d'effets spéciaux et autres, la version cinéma du premier volet sera présentée d'abord aux dirigeants de la Blue Line, et dans un premier temps, il était plutôt satisfait. Mais dans un second temps, il demandait quand même à Peter Jackson de modifier le début du film pour rajouter un prologue. Puis les 2 autres montages des 2 suites seront présentés et auront toutefois un autre destin dont certaines scènes devront être retournées, d'où les raisons de certains tournages entre 2001 et 2003. Et le 19 décembre 2001, le premier volet sortira en salle à l'international et qui celui-ci va tout simplement nous raconter l'origine des anneaux forgés pour les différents peuples
qui habitent en Terre du Milieu, notamment celui de l'anneau unique, forgé par Sauron, force des ténèbres, dont l'anneau unique aura pour but de tous les gouverner. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Sauron va aussitôt partir à la conquête de la Terre du Milieu. Mais les hommes et les elfes feront alliance pour les résister et l'emmener vers la plus grande bataille de la Terre du Milieu qui n'est jamais connue. Et c'est lors de cette grande bataille que le fils du roi des hommes au nom de Isildur réussira à vaincre Sauron et à récupérer l'anneau unique. L'anneau alla à Isildur, qui eut la seule opportunité de détruire le mal à jamais. Mais le cœur des hommes est aisément corruptible. Isildur fut corrompu par l'anneau et de le garder pour lui. Mais il le paiera de sa vie, laissant l'anneau unique perdu à jamais, jusqu'à ce que un certain Gollum la récupère et la garda pendant 500 ans. L'anneau apporta à Gollum une vie incroyablement longue. Pendant 500 ans, il lui dévora l'esprit. Et dans l'obscurité de la caverne de Gollum, il attendait. Puis un certain hobbit en nom de Bilbon Saquet récupéra l'anneau et le garda sur lui pendant des années, jusqu'à la venue de Gandalf le Gris, un magicien et ami de Bilbon, qui venait dans la comté pour son anniversaire. On dit que sa fête sera particulièrement somptueuse. Vous connaissez Bilbon? Il a mis toute la comté sans dessus-dessous. Ouais, voilà qui n'est pas pour lui déplaire. La moitié de la comté est invitée. Oh, sacrebleu. Il prépare quelque chose. Y a-t-il? Très bien, gardez vos secrets. Et c'est lors de cette fête d'anniversaire que Bilbon Saquet commença à faire son discours. Et pour conclure en beauté, il utilisera le pouvoir de l'anneau pour se rendre invisible pour partir en douce. Mais Gandalf était beaucoup plus malin. Je suppose que vous vous trouvez particulièrement malin. Allons, Gandalf, vous avez vu leur tête? Il y a plusieurs anneaux magiques en ce monde, Bilbon Saquet, et aucun ne doit être utilisé à la légère. Oh, c'était pour rire un peu. Ah, vous avez sûrement raison, comme d'habitude. Gandalf réussira à convaincre Bilbon d'abandonner l'anneau, qui avait quand même du mal à s'en séparer. Après le départ de Bilbon, Frodon, son neveu, récupéra l'anneau comme héritage. Mettez-le en sûreté. Où allez-vous? Je dois régler certaines choses. Quelles choses? Des questions auxquelles il faut des réponses. Mais vous venez seulement d'arriver. Et Gandalf parta en urgence pour chercher des informations. Mais pendant ce temps, dans la région sombre du Mordor, Sauron prépara son retour et envoya ses fidèles serviteurs les Nazgûl de récupérer l'anneau unique. Par la suite, après avoir fini son enquête, Gandalf retrouvera Frodon pour lui dire de partir en urgence de la comté afin de protéger ses habitants et de lui-même des Nazgûl qui venaient le chercher, lui et l'anneau. Vous devez partir, très rapidement. Où ça? Où dois-je aller? Vous devez quitter la comté. Rendez-vous au village de Bray. Bray? Bon, et vous? Moi, je vous attendrai à l'auberge du poney fringant. Au moment où Frodon s'était préparé, Gandalf surprit Sam, le meilleur ami de Frodon, en train de les espionner. N'est-il pas un peu tard pour entretenir la pelouse? J'ai entendu se lever des voix. Qu'avez-vous entendu? Parlez! Rien d'important, j'ai entendu des choses sur un anneau, un seigneur des ténèbres et un peu sur la fin du monde. Mais pitié, votre seigneur et Gandalf, ne me faites pas de mal. Ne me transformez pas en quelque chose de pas naturel. Non? Oui, peut-être. J'ai mieux en ce qui vous concerne. Sam accompagnera finalement Frodon au point de rendez-vous donné par Gandalf avec quelques conseils bien précieux. Surtout n'oubliez pas, Frodon. L'anneau essaie de revenir à son maître. Il veut être retrouvé. Et sur la route, Frodon et Sam retrouveront leurs deux autres amis, Pippin et Merry, qui font partie de leur aventure périlleuse. À sa sortie en salle, le premier volet fera un véritable carton au box-office mondial. Au point budget d'environ 93 millions de dollars, le premier volet rapportera un peu plus d'environ 890 millions de dollars à travers le monde, accompagné de très bonnes critiques de la part de la presse et du public. Et d'ailleurs, le premier volet rapportera pas moins de 4 Oscars. Le premier Oscar pour celui de la meilleure cinématographique, le second pour celui des meilleurs maquillages, le troisième pour celui de la meilleure musique, et le quatrième pour celui des meilleurs effets spéciaux visuels.
pour ma part, c'est amplement mérité. Et bien au-delà de l'immense travail qui avait été effectué, ce premier volet du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, est une adaptation réussite, car on ressent tout l'amour qu'a Peter Jackson envers les livres de Tolkien, et qui réussit très bien à nous embarquer dans ce récit épique, que ce soit à travers ces paysages magnifiques de la Nouvelle-Zélande, qui correspondent parfaitement à ce qui a été décrit et imaginé par Tolkien de cette ancienne Angleterre moyenâgeuse, ou encore l'interprétation et les traits des acteurs envers leurs personnages qui resteront à jamais dans les mémoires, ou bien encore la musique du film orchestrée par Howard Shore, qui rajoute encore plus ce vent d'aventure épique à travers ce premier volet, mais aussi sur le reste de la trilogie. Et franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement de le voir, ainsi que ces deux autres suites qui sont vraiment excellentes. Et juste avant que cette vidéo ne finisse, je tiens à remercier personnellement ceux qui ont participé pour les voix off. Je tiens à remercier Jeanne23, Camted Gameuse, Marine, Sabi, Grincula, Bruno Paredes, Enya, Seiya, la chaîne de John, Mala et Arthur. Je tiens à vous remercier à tous de votre temps. C'est vrai que c'était un sacré gros dossier concernant les voix off, et que je mettrai bien évidemment leur lien de leur chaîne YouTube en commentaire à panier, histoire d'être sûr qu'ils y seront. Et parce que ça va être un véritable bordel en termes de sources d'informations dans la description, et je n'aurai sans doute pas assez de place. Je verrai ça avec le Nicolas du futur. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et on se retrouve pour de futures vidéos. Peace.